Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission qui vous permet de rester à l'écoute des marchés au quotidien sur Bismart, chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez à la télévision via vos box ou à consommer bien sûr en replay via bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le dernier rapport sur l'inflation américaine bien sûr qui est à la une, le rapport pour le mois d'août, au-delà du chiffre d'un mois qui peut toujours apporter un peu de bruit dans la lecture de l'inflation, dans la dynamique des marchés. La toile de fond reste identique, à savoir une décélération de l'inflation cœur aux États-Unis qu'on observe depuis un an maintenant. Le pic avait été atteint pour l'inflation sous-jacente américaine en septembre 2022 à 6,6%. L'inflation cœur au mois d'août ressort encore à plus de 4%, il faut le noter, 4,3%. Mais si on regarde des mesures encore un peu plus strictes sur des périodes de temps un peu moins longues, on peut retenir par exemple que l'inflation sous-jacente aux États-Unis sur les 3 derniers mois écoulés en rythme annualisé tombe autour de 2%, 2, quelque chose, ce qui est à peu près ce que la Réserve fédérale américaine a envie de voir aujourd'hui. Est-ce que ce rapport est suffisant pour permettre à la Fed d'être plus confortable dans la gestion, dans le contrôle de l'inflation qui reste aujourd'hui dans le système américain, ou est-ce que ce rapport doit encore susciter de la vigilance, voire de l'inquiétude? Ce sera évidemment le débat à la une dans un instant avec nos invités de Planète Marché. Nous pourrons évoquer au passage la décision attendue demain de la Banque centrale européenne avec la réunion du Conseil des gouverneurs prévue tout au long de la journée et la décision annoncée en début d'après-midi. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous évoquerons une innovation singulière, on peut le dire, dans le monde de l'investissement qui a été annoncé aujourd'hui à l'heure où les régimes autoritaires ou les régimes non démocratiques sont en train de monter en puissance et d'asseoir même peut-être une forme de domination par rapport à des régimes démocratiques vieillissants et en perte de vitesse. Il fallait bien que ce sujet devienne un thème de marché, même plus que cela, une stratégie d'investissement brevetée chez les équipes de Tobam qui a été annoncée aujourd'hui. La stratégie s'appelle Liberty et nous en parlerons avec le président, fondateur et directeur des investissements de Tobam, Yves Chouefati, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, le résumé du jour sur les marchés, les infos clés de la séance, avec des indices en Europe qui restent toujours dans cette logique de range et une bourse de Paris qui réduit légèrement ses pertes en fin de séance. Le résumé donc avec vous, Alix Nguyen. Et oui, pas de réaction nette au principal événement de la semaine. En août, l'inflation aux États-Unis a accéléré, et ce, pour le deuxième mois d'affilée, tiré notamment par la hausse des prix de l'essence à la pompe. Les prix à la consommation ont augmenté de 0,6%. C'est même une nette augmentation comparée à la hausse de 0,2% en juillet. Sur un an, l'indice des prix à la consommation a progressé de 3,7%, à comparer ici avec les 3,2% du mois dernier. L'inflation core est plus élevée qu'attendue mais reste modérée. Elle ressort à 0,3% sur un mois, 4,3% sur un an après une hausse de 4,7% en juillet. La donne ne change donc pas à une semaine de la décision monétaire de la Fed. Pour rappel, la banque américaine se réunit mardi et mercredi prochain. À cet effet, la semaine dernière, plusieurs responsables de la Fed ont plaidé pour un maintien du taux des Fed Funds dans une fourchette de 5,25 à 5,5% en septembre. Avant la Fed la semaine prochaine, c'est bien la réunion de la BCE et la décision sur les taux d'intérêt directeurs en zone euro qui constituera le grand rendez-vous de demain pour les investisseurs. Oui. Et pour certains observateurs, la hausse des cours du pétrole pourrait inciter la BCE à durcir le ton. Dans ses nouvelles projections, la BCE prévoit une inflation de plus de 3% en zone euro en 2024. Des projections qui renforcent la perspective d'un 10e resserrement consécutif demain. Du côté de la dynamique des marchés actions et des valeurs qui font l'actualité aujourd'hui, on notera la très belle hausse du titre Renault aujourd'hui à Paris. Oui, alors que la Commission européenne a ouvert une enquête sur les subventions accordées par la Chine à ses constructeurs de véhicules électriques. Carrefour est en net repli. Un ancien salarié accuse le groupe, dans un livre paru aujourd'hui, de maltraiter les responsables de ses magasins franchisés en leur imposant notamment des prix de gros trop élevés et
et des conditions contractuelles déséquilibrées. Ubisoft progresse fortement. L'éditeur de jeux vidéo profite de la présentation de l'iPhone 15 d'Apple, puisque ce dernier intègre les jeux développés par le groupe français. Et puis, plus globalement, en Europe, malgré des résultats très bons au premier semestre, Inditex, la maison mère de Zara, est sanctionnée en bourse. Elle fait les frais d'un ralentissement de la dynamique sur les premières semaines du troisième trimestre. Tendance, mon ami, chaque soir, en début d'émission, les infos clés de marché avec Alix Nguyen qui nous accompagnait ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. David Belloc est avec nous ce soir, gérant stratégiste chez Mirova. Bonsoir David. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci à Benoît de Broissia de nous accompagner également. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant chez Montségur Finance et Florian Yelpo est avec nous également en plateau. Bonsoir Florian. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable macro chez Lombard Odier IM. L'inflation américaine à la une. Évidemment, c'est le chiffre mensuel qui fait que tous les investisseurs se lèvent très excités le matin. Florian, je vous mets face à Paul Krugman, prix Nobel d'économie, qui a tweeté quelques éléments d'analyse après la publication du rapport américain. Globalement, l'idée défendue par Paul Krugman, c'est que les données du mois d'août viennent confirmer encore un peu plus l'idée que la guerre contre l'inflation ou la guerre pour la maîtrise de l'inflation, contre la surinflation menée par la Réserve fédérale américaine est en très grande partie gagnée. Je parlerai plutôt de stabilisation de l'inflation. Je pense qu'on peut tirer deux éléments clés de ce rapport sur l'inflation. Le premier, c'est que c'est l'un de ces rapports qui est en ligne avec les attentes. Et ça fait 2 ans qu'on tremble un petit peu à 14h30 à l'annonce des chiffres heure européenne. Ça fait plaisir de voir des chiffres qui sont à peu près en ligne. On dépasse un petit peu sur la partie headline. Pourquoi on dépasse? À cause de cette inflation énergétique. Est-ce que l'inflation énergétique, c'est le problème de la Fed? J'en suis pas convaincu. Il y a des effets de change en plus potentiels. C'est pas trop ce qui va nous préoccuper. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand on regarde dans les détails, vous nous disiez, ce qui est extrêmement intéressant, qui en fait un peu le rapport qu'on attendait depuis longtemps. C'est une maîtrise de l'inflation des services. Ça ne veut pas dire un recul de l'inflation. Les prix ne sont pas non, bien sûr, non. L'inflation, c'est une hausse des prix, bien sûr. Exactement. Oui. Mais on passe d'un rythme de 0,5% d'inflation des services par mois à quelque chose comme 0,2%. Alors voilà, c'est une petite quantité, c'est un détail pour nous, mais je pense que pour Jérôme Powell, ça doit vouloir dire beaucoup. Ça fait 2-3 mois déjà qu'on a ce 0,2. Alors là, je crois que c'est 0,3 sur l'inflation cœur au global, mais on avait les 2 mois précédents, c'était du plus 0,2. Là, on est entre plus 0,2 et plus 0,3. C'est ce rythme-là mensuel que veut voir la Réserve fédérale américaine. Cette inflation-là, c'est la pire des inflations, parce que c'est la plus macro des inflations, c'est la plus visqueuse des inflations. C'est pas une inflation qui vient d'un déséquilibre de l'offre ou d'un choc pétrolier. C'est une inflation qui vient de la dynamique, de la demande, qui met des mois, des trimestres à se mettre en place et qu'il est extrêmement difficile d'évacuer d'une économie. Donc c'est le premier grand pas vers un signe que la médecine Fed fonctionne. La guerre contre l'inflation, elle n'est pas terminée. On voit pas. Si elle était terminée, on aurait des taux qui retomberaient à peut-être 3,5%. C'est pas le cas. On s'attend à une stabilisation des taux d'intérêt à court terme à 5,5. C'est une situation qui devient, disons, plus tenable pour la Fed, qui va avoir un meeting peut-être plus plaisant que ça n'a été le cas ces 2 dernières années. Donc à une semaine du prochain meeting, on a toutes les données suffisantes pour imaginer que la Réserve fédérale américaine pourra être confortée dans sa pause. Dans sa pause d'attentisme. Ils se sont achetés, ont réussi à s'acheter du temps pour voir. Et avoir du temps ça ne préjuge pas de ce qui pourrait se passer dans 3 ou 6 mois. C'est ce que vous dites, Florian. On capte aujourd'hui une remontée des ISM, des enquêtes manufacturières. On capte des taux d'utilisation de capacités productives qui sont encore très élevés. Donc il faut faire preuve disons, de prudence lorsqu'on fait ce genre de diagnostic. Mais dans l'ensemble, là, ils ont enfin une position tenable, qui est une position de fin de cycle, où on peut garder les taux assez élevés pendant longtemps, sans chercher à faire peur au marché, sans chercher à vouloir pricer davantage de hausse de taux. Ça, c'est une bonne étape. Ça permettra aussi demain à la BCE d'établir une politique en phase de ça, une politique de change notamment. Bien sûr. Le tout sans récession, David. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de décrire de la désinflation observée aux États-Unis et d'une Fed qui se retrouve dans une situation peut-être plus confortable aujourd'hui, avec cette stabilisation de la progression des prix depuis quelques mois qui est observée dans la partie des services, tout ça a été obtenu sans récession.
Oui, tout à fait. C'est pari réussi pour l'instant pour la Fed, Jérôme Powell. Donc on a sur ce chiffre d'inflation quelque chose qui est relativement rassurant, c'est qu'on a encore une composante shelter qui est sortie quelque part au-dessus des attentes, et c'est la composante qui devrait normalement avoir le plus de potentiel de baisse. La composante logement. Logement, voilà, logement. Compte tenu du fait qu'on a un marché de l'immobilier qui est bloqué, mais on a des taux donc, d'emprunt, les mortgage rates à 7,5%. En manière effective, les Américains ne déménagent pas, justement parce qu'ils veulent éviter ces hausses de taux mortgage. Ils empruntent encore à peu près à 4%, mais on a quand même des raisons de penser que ces hausses de taux mortgage, ainsi que la dégradation toute assez lente et maîtrisée, mais du marché du travail et un certain nombre de facteurs, devraient entraîner une baisse des prix de l'immobilier et donc une baisse de cette composante shelter pour ce qui est de l'inflation core, qui est quand même la partie pour laquelle, pour l'instant, la Fed n'a pas réussi son mandat. Non, mais c'est important de le rappeler, le marché est bloqué pour l'instant, hein. Personne n'a envie de se réengager sur un nouveau mortgage à 7 ou 7,5 quand l'ancien, déjà parfois, est remboursé et puis est à des taux d'intérêt qui n'ont rien à voir avec ce que propose aujourd'hui C'est ça, on a eu un faux signal avec une baisse des taux au printemps. On a des promoteurs immobiliers qui ont essayé de faire revenir des acheteurs sur le marché. Mais bon, c'est donc a priori une stabilisation de ce marché immobilier un peu artificielle les derniers mois. Et vous dites à un moment, ce marché, il va forcément se débloquer ? Pas forcément énormément, mais suffisamment pour que ça se voit au niveau de cette composante services immobiliers, qui est donc la plus collante en fait, de cette inflation core. On a, pour ce qui est de l'inflation headline, c'est une hausse effectivement du prix du baril. Donc on a les 0,3 attendus, on est complètement en ligne avec les attentes de ce point de vue. C'est plus 0,6 sur un mois, je crois, l'inflation globale. Oui, mais 0, bien sûr. Et c'est 0,3, c'est la composante énergie, vous voulez dire ? Oui, la hausse par rapport au mois précédent, du fait de cette composante énergie, c'est les 0,3 qui sont liés à cette hausse du prix du baril. Donc difficile de voir d'un point de vue académique et de confirmer, mais une hausse de $10 du baril, c'est une hausse du headlines de cet ordre de grandeur. C'est, à moins qu'il y ait une hausse généralisée du prix des matières premières, du prix de l'électricité, et voire même du coût des intrants, normalement pas de nature à relancer une accélération de l'inflation core à ce stade. Donc je pense que c'est pour l'instant contrôlé. Et on a une dégradation donc, lente mais quand même présente du marché du travail avec une inflation salariale qui fléchit. On voit donc recours à l'intérim, au nombre d'heures travaillées, une hausse du taux de participation, des équilibres entre les jobs vacants et les offres d'emploi qui s'équilibrent. Donc tout ça, c'est, pour répondre à votre question, ce que la Fed attend, c'est-à-dire une baisse graduelle de cette hausse et de cette inflation salariale sans trop impacter ce marché du travail qui crée encore 150 000 emplois par mois. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est ce qu'ils arrivent à obtenir. Ça donne l'idée que c'est l'état du monde actuel pour les investisseurs, Benoît. C'est soft landing, voire no landing. Non mais on revient à cette idée, c'est Goldman Sachs, je crois, il y a quelques jours à peine, coupait encore sa probabilité de récession 12 mois aux États-Unis à seulement 15%. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas si c'est un signal contrariant, mais il y a des gens, quand même, des économistes dans le marché, qui pensent que 2024, il y a des chances que ce ne soit pas encore l'année de la récession aux États-Unis. Oui, mais j'ai envie de dire que c'est la définition même du soft landing, c'est éviter l'écueil de la récession avec des effets qui peuvent être assez indésirables d'une récession, et puis la sortie de récession qui est jamais forcément simple et qui appelle parfois des réponses de politique, de policy mix qui sont pas évidentes à apporter, surtout à partir du point de départ qu'on connaît aujourd'hui. Donc non, enfin moi mon sentiment c'est qu'effectivement dans les chiffres d'inflation qui sont publiés aujourd'hui, on a tout de même une trajectoire claire de décélération sur l'inflation cœur. C'est-à-dire 4,3%, la statistique précédente, on était à 4,6% en rythme annuel. Ouais. Donc on a quand même des effets visibles de décélération. On venait, il y a quelques trimestres de ça, de chiffres qui étaient au-delà de 6%. Ouais. Donc c'est la traduction même du fait que la politique monétaire, les resserrements monétaires, portent leurs fruits.
De la même manière, le marché du travail qui est tendu, qui était particulièrement tendu, on voit quelques signaux, indicateurs avancés d'amélioration. Effectivement, les offres d'emploi, la demande par rapport aux offres d'emploi vacants qui commence à s'améliorer, le taux d'émission, le fameux quit rate, qui revient sur les niveaux pré-pandémie, qui constitue un autre indicateur avancé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus forcément d'arbitrage d'un emploi parce qu'il y a un salaire vraiment très supérieur ailleurs. Donc, et puis le taux de chômage qui remonte un peu, on était à 3,4, on a remonté à 3,8 sur les dernières statistiques. Donc on a quand même une série de signaux qui montrent que la politique monétaire restrictive provoque une décélération, mais décélération qui reste compatible avec une croissance en deçà de son potentiel. Et c'est un peu la définition peut-être du soft landing, c'est qu'on a une croissance en deçà du potentiel qui permet effectivement à cette désinflation de s'ancrer et qui justifie probablement une forme d'attentisme de la Fed en matière de prochaines décisions de politique monétaire. Dans cette période d'attentisme que vous décriviez aussi, Florian, oui, le schéma, c'est soft landing, voire no landing. C'est quand on gère une stratégie globale macro, c'est à nouveau le monde, l'état du monde actuel pour les investisseurs. Disons qu'on en a parlé, il y a une multiplicité de scénarios qui s'offrent à nous et tous les trimestres, on arrive à en changer. Aujourd'hui, qui est-ce qui est en charge de nous délivrer le soft landing ? Je ne suis pas sûr que ce soit complètement la Fed. Je pense qu'il y a une partie de politique fiscale qui est assez forte. On échangeait à ce sujet-là. Aux États-Unis, les États-Unis. On ne peut pas parler du soft landing américain sans parler des points de déficit budgétaire qui sont aujourd'hui engagés et demain encore par Washington. Je dirais plutôt que c'est un miracle qu'on voit une dégradation aujourd'hui sur le marché de l'emploi avec l'injection de liquidité qui a été faite par la politique budgétaire américaine. On a des plans de relance dignes de 1929 pré-récession. C'est un tir préemptif anti-récession pendant que de l'autre côté, le banquier central transpire et saigne sur l'économie. Ce soft landing, si on y arrive, et ce sera la première fois qu'on y arrive historiquement, il viendrait justement de la combinaison d'éléments, c'est-à-dire d'un côté un État qui pousse et de l'autre côté une banque centrale qui tente de freiner, et la combinaison des deux crée un chemin de crête qui nous permettrait d'échapper miraculeusement à la récession. Et le plan de dépenses fiscales pour l'an prochain, il continue d'être titanesque. Alors, il sera peut-être plus orienté du côté investissement que du côté consommation. Soit, c'est peut-être moins inflationniste également, mais j'aimerais bien voir quelle politique de relance de l'investissement ne crée pas d'inflation dans ce genre de contexte-là. Par rapport à la situation qu'on connaît en zone euro et qu'on peut projeter en matière de policy mix, sur cette situation va créer à nouveau des écarts entre les États-Unis et l'Europe. C'est ce qu'on peut imaginer. C'est ce qu'on peut imaginer. Maintenant, ces écarts, ils ont une limite. C'est que si demain l'inflation repart à 5-6%, le cas Biden va susciter des questions. Et puis, ce sera le rôle de la Banque centrale d'aller toquer à la porte de l'État en disant attention. Si on lâche les chevaux, on va vous mettre les taux réels à 3%, et vous verrez que votre plan de financement, il va se passer. Mais pour vous, c'est plutôt ça le risque de 2024, c'est que les taux réels 10 ans à 2%, ce soit peut-être pas simplement un top, mais que ça puisse être peut-être une étape vers des taux réels encore plus élevés dans un scénario de risque. Si inflation, si continuité dans ce plan de relance-là. Donc, global macro, ça veut dire quoi aujourd'hui ? Ça veut dire être capable de percevoir le fait qu'on a une amélioration. On est content. L'inflation est davantage maîtrisée. Qui pourrait penser que c'est une mauvaise nouvelle pour les marchés aujourd'hui ? Et le marché le salue quand même aujourd'hui. Les émergents sont up, etc. Maintenant, à plus long terme, le jeu n'est pas complètement fait, la guerre n'est pas complètement gagnée, il faut rester prudent. Le cash, on en parlait hors antenne, est particulièrement attractif et il y a beaucoup de global macro qui vont aller creuser dans cette case-là. David, l'histoire des taux réels, effectivement, ça devient quand même une histoire importante, y compris pour 2024. C'est la stratégie du higher for longer. On va maintenir les taux élevés sur les niveaux qu'on connaît aujourd'hui aux États-Unis pour longtemps. Est-ce qu'ils seront un peu plus élevés pour longtemps ou pour plus longtemps ? Enfin voilà, il y a toute une gradation dans cette stratégie-là. Mais néanmoins, il y a l'idée qu'on a vu 2% de taux réels sur le 10 ans américain là, à la sortie de l'été. C'est quelque chose que la Fed va chercher à prolonger. Alors, c'est quelque chose que la Fed a provoqué. Déjà. Oui, bien sûr. Pour commencer, c'est-à-dire qu'en fait, la hausse des taux
10 ans US depuis avril, c'est la composante réelle, clairement, puisque la composante inflation, donc ça confirme notre discussion tout à l'heure, elle est restée, enfin les anticipations d'inflation aux États-Unis à 2,3, ça n'a pas bougé. Bon, par contre, les taux, effectivement, longs ont pris 50 BP, la courbe s'est pontifiée. On remarquera que les taux courts ont peu bougé et les taux terminaux anticipés par les investisseurs n'ont pas bougé non plus. Donc je pense que ce qui a bougé, par contre, c'est la perception que ces taux terminaux, donc 5,5, allaient rester plus élevés plus longtemps, le fameux higher for longer, et que l'économie américaine pouvait se payer le luxe de supporter ces taux plus élevés sans rentrer en récession. C'est l'argument clé de Goldman Sachs. Le higher for longer n'emmènera pas l'économie américaine en récession. Donc c'est ce qui a été joué pleinement par le marché, en tout cas clairement sur la courbe des taux, et donc pontification des taux longs. C'est ce qui a été joué aussi à travers les cycliques et la surperformance des cycliques, y compris aux États-Unis, qui est très marquée par rapport aux défensifs. Là-dessus, même si on pense qu'il n'y aura pas récession, en tout cas hard récession aux États-Unis l'année prochaine, il y aura quand même un ralentissement. Je pense que le plan de relance budgétaire était massif. Alors après, on entend toutes sortes de chiffres, mais il peut aller jusqu'à la moitié, ou en tout cas quasiment 1% de contribution à la croissance de PIB aux États-Unis cette année quand même. Il y a un effet multiplicateur qui a été très fort, que les économistes n'avaient pas... sous-estimé, qu'on avait sous-estimé. Sous-estimé. Et donc on voit que ça joue à plein. On a quand même quelque part une dérivée seconde. Enfin, du fait des effets de base, un impact de ce l'impulsion l'année prochaine un peu moins quand même être clairement moins. D'accord. Et d'ailleurs, si on compare par rapport à l'Europe, je pense qu'on aura la même impulsion Europe-US l'année prochaine. Il y a une inconnue, et on en saura peut-être plus à la fin du mois, et parce que les républicains et les démocrates doivent se mettre d'accord par rapport au plan, au budget 2024, tout simplement, de savoir s'ils arrivent à se mettre d'accord, parce qu'en fait, les républicains veulent couper les dépenses pour réduire un peu l'endettement, ce qui a quand même un dérapage des finances publiques. Et quid de cet accord potentiel et de la capacité de Biden, en année électorale, à continuer à arroser ou pas? Donc ça, c'est quand même grosse inconnue par rapport à ce trade, higher for longer sans récession. Après, on a des choses, la réserve d'épargne américaine qui diminue, on a des marges des entreprises qui commencent à être un peu attaquées. On a un immobilier, c'est ce que je disais, qui n'a pas encore baissé, mais qui potentiellement peut baisser. Donc on a une consommation américaine qui ne veut pas rester à des rythmes pareils, 3,5-4 de rythme annualisé au dernier trimestre, c'est pas possible. C'est de la surchauffe, quoi. Oui. C'est de la surchauffe, voilà. Donc on a quand même un ralentissement à venir, tout dépend de l'amplitude, qui peut justifier sur la composante purement conjoncturelle court terme le fait qu'on ait atteint un peu le pic des taux, à la fois les taux courts et les taux longs. Et très rapidement, il y a une composante, cette fois-ci structurelle, qui est beaucoup plus difficile à jouer. C'est que d'un côté, on a, c'est une des questions pour l'année prochaine, est-ce que l'économie américaine a un potentiel de croissance supérieur avec tous les plans de relance, IRA, CHIPS, le retour hausse du taux de participation avec le retour des travailleurs depuis 20 ans, on n'a jamais eu un tel taux de participation. Les gains avec l'intelligence artificielle. Donc est-ce qu'on n'a tout simplement pas une croissance potentielle qui justifierait des taux réels supérieurs, plus élevés aux États-Unis? Donc ça, c'est une grosse question. Et deuxième question, cette fois-ci un peu moins positive pour l'économie américaine, mais qui joue aussi à la hausse des taux, c'est le déséquilibre investissement-épargne, où on voit qu'il y a un besoin d'investissement massif pour financer toutes ces transitions, et que l'épargne, les créanciers habituels, excédentaires, que sont donc les Chinois, les Russes, les Japonais, les Allemands, on voit qu'ils sont quand même un peu moins au rendez-vous. Moins friands. Voilà. Et donc ça crée, donc je ne parle pas du yield curve contre le Japon, mais donc on a toutes sortes de flux qui fait que offre-demande sur ce 10 ans américain est un peu tendu. D'accord, donc non mais c'est intéressant parce que ça a été un des mouvements de l'été quand même. Enfin, je veux dire, 3,80, 3,90, beaucoup achetaient du 10 ans américain et puis on l'a vu. Donc pour autant, nous comment on se positionne par rapport à ça, c'est qu'on est quand même très très à l'aise avec le cours, donc le 2 ans américain et de manière générale le fait qu'on a atteint la fin de ce cycle de hausse de taux et que c'est quand même très rémunérateur, 5,5. Et sur la partie longue, du fait de ce ralentissement, on devrait quand même être capé à la hausse et potentiellement petite baisse, même s'il y a ces questions structurelles qui sont posées.
Florian, comment vous voyez évoluer la courbe des taux aux États-Unis? Il y a une séquence, il y a différents types de mouvements qui peuvent se succéder. On en est où et qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place dans une logique d'investissement? Je pense qu'on est déjà beaucoup à avoir commencé à mettre en place ce qu'on appelle des steepeners, donc le fait de jouer la repentification de la courbe des taux. Après, tous les steepeners ne se ressemblent pas. Enfin, tous les mouvements de steepening ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que vous avez deux types de mouvements, ce qu'on appelle un bear steep ou un bull steep. Donc, ce sont les taux longs qui montent ou les taux courts qui baissent. Dans le premier des cas, c'est plutôt parce qu'on aurait une continuité dans cette histoire de l'inflation, que l'histoire de l'inflation n'est pas encore terminée. Ça, c'est plutôt généralement bon pour les equities, pas pour les obligations. L'autre, c'est plutôt un mouvement de récession. Donc, c'est plutôt le moment où la Banque centrale coupe ses taux. Et là la situation pour les actions est quand même plus périlleuse, plus délicate à gérer. Pour le moment, on commence à... Donc, nos collègues du fixed income ont commencé à parler de steepening depuis un petit bout de temps. Ils ne sont pas les seuls. Je pense que vous avez déjà évoqué ce sujet-là autour de la table. Nos collègues des equities, eux, regardent ça avec beaucoup d'intérêt parce qu'ils s'interrogent sur justement la forme que va prendre ce steepening. Bien sûr. Ils sont même pas complètement rassurés par le fait qu'un bear steep, donc le fait de la remontée des taux longs, puisse profiter aux actions parce que ce marché action, il est quand même très dépendant des taux réels, long terme. Il y a quelque chose de structurel qui pourrait être un peu difficile à gérer au vu de la concentration des indices américains notamment. Et si j'ose rajouter juste un point pour rebondir sur cette question des taux réels, et qui va exactement dans le sens de la discussion, le FMI lui-même a révisé sa croissance structurelle américaine, la remontant en dessous de 2%, de mémoire 1,7%, et pour la remonter légèrement au-dessus de 2%. Et ça, c'est le dernier Outlook, World Economic Outlook. Donc, cette histoire d'inflation, c'est pas encore fini, parce que si les taux réels sont remontés, mais que le potentiel de croissance américain est remonté dans un même temps, on a une politique monétaire qui peut-être est neutre et on ne s'en rend pas compte. Jérôme Powell, il ne veut pas s'engager sur le taux réel neutre. C'était un peu la discussion, les quelques minutes de discours qu'il a prononcé à Jackson Hole. Il ne prend pas de part, il ne donne pas d'indication. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Oui, non, mais Et il navigue aux étoiles sous un ciel nuageux. De ses propres mots. Comment vous regardez le marché action là, une fois qu'on a donné un peu ce descriptif, justement, Benoît, et c'est intéressant parce que cette histoire de taux réels, on a vu quand même au cours de l'été, alors les indices restent dans une logique de range, mais on a vu à la sortie de l'été, effectivement, un peu de sous-performance sur des secteurs plutôt bien valorisés, la tech, le luxe en Europe. Là, on parlait de Renault ou du secteur bancaire, qui sont plutôt des secteurs value qui tiennent bien et qui ont encore des performances positives là, en cette rentrée. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces mouvements ? Je pense qu'on est dans une phase où le trading range, on a du mal à en sortir. On a du mal à en sortir pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément de leadership sectoriel. Alors, il y a des secteurs qui performent bien, d'autres qui performent moins bien, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les poids lourds de la cote, les secteurs qui pèsent beaucoup sur la cote et qui peuvent avoir un effet d'entraînement sur le reste de la cote, sont des secteurs qui, aujourd'hui, peinent soit parce qu'ils sont bien valorisés, soit parce que la dynamique bénéficiaire, il n'y a plus de relèvement très significatif, où ils sont très marginaux, voire il y a des interrogations sur la séquence bénéficiaire future, alors même qu'on a déjà atteint des marges bénéficiaires qui sont les plus élevées historiquement qu'on ait pu constater. L'autre phénomène qui joue un peu sur ce trading range, c'est, je pense qu'il y a un phénomène saisonnier, c'est-à-dire que septembre, octobre ne sont pas forcément des mois qui sont les mois les plus favorables dans nos mémoires d'investisseurs. Et donc, il y a une forme d'attentisme, et a fortiori en amont des publications trimestrielles qu'on commencera à apercevoir à partir de mi-octobre. Donc, c'est un phénomène qui joue. Et puis, le dernier phénomène, c'est une observation simple de la réflexion qu'on a observée précédemment, c'est-à-dire que vous avez une bonne rémunération sans prendre de risques, que ce soit sur la partie courte de la courbe, sur la partie longue de la courbe, puisqu'on a évoqué des taux réels qui sont positifs, voire très positifs par rapport à ce qu'on a observé historiquement. Donc, l'incitation à aller prendre des risques, si vous n'avez pas de phénomène accélérateur sur votre croissance de bénéfices, si vous n'avez pas d'éléments vraiment pour vous conduire à penser que les estimations de bénéfices reflètent insuffisamment les perspectives des entreprises, dans ce cas-là, vous restez peut-être un peu attentiste et vous vous dites j'ai pas de raison de me désengager du marché,
mais j'ai pas forcément de raison d'accroître mon allocation au risque. Sachant qu'il n'y a pas de rémunération particulièrement généreuse du risque action. Ça, c'est une situation qui peut encore durer, parce que c'est vrai que si le momentum action s'épuise, comme vous le dites, il y a des alternatives très intéressantes aujourd'hui dans le monde de l'investissement. Est-ce qu'à un moment, ça peut fragiliser cette logique de range qui tient, qui résiste très bien, hein, effectivement? Est-ce que c'est le risque à un moment? Alors, on est sorti des résultats du T2, mais je crois que ça a été quand même plutôt encore des bonnes surprises du point de vue des marges et de la tenue des profits et des marges des entreprises. Est-ce qu'on attend à nouveau la même histoire pour les résultats du T3 qui commenceront à être publiés à partir d'octobre ? Je crois que dans les résultats du T3, on aura des résultats qui seront globalement conformes aux attentes et qui ne provoqueront pas de grands changements sur les estimations bénéficiaires du consensus de marché. Maintenant, ce qu'on peut dire sur les perspectives, c'est qu'il y a potentiellement une inconnue positive, ce sont les gains de productivité associés à l'intelligence artificielle. Mais à quel rythme ils se diffuseront et quel quantum, aujourd'hui, c'est très difficile de le dire. Et puis, il y a un facteur peut-être d'incertitude aussi, c'est le calendrier politique. On ne l'a pas forcément évoqué, mais les élections aux États-Unis, c'est comme une interrogation. Quand on l'a évoqué, l'impulsion budgétaire est un facteur quand même décisif sur la croissance constatée aux États-Unis, qui reste la zone un peu motrice de l'économie mondiale. Et est-ce que ce n'est pas un frein à l'investissement? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'attentisme? La consommation qui a été très résiliente, effectivement, il y a eu un facteur de consommation du filet d'épargne accumulée pendant le Covid, qui lui aussi se dissipe dans le temps. Donc voilà, tout mis en balance, moi je ne vois pas d'éléments vraiment tangibles de sortir de ce trading range dans lequel on est un peu acculé depuis maintenant. Oui, quelques temps, ouais. Vous évoquiez les émergents tout à l'heure, Florian. Effectivement, sur une séance comme celle d'aujourd'hui, c'est les actifs émergents qui tiennent plutôt bien, alors que le pessimisme sur la Chine n'a peut-être jamais été aussi extrême. Un indicateur parmi d'autres, mais c'est la dernière enquête Bank of America auprès des fund managers mondiaux, une enquête mensuelle que tout le monde regarde sur les marchés. 0% des personnes interrogées dans le monde de l'investissement imaginent une amélioration de la croissance chinoise dans les 12 prochains mois. 0%. Très consensuel comme idée quand même. Absolument. Ce qui se passe, c'est que non seulement c'est un marché donc, qui a aujourd'hui pricé pas mal de mauvaises nouvelles d'ores et déjà, et en plus c'est un marché qui souffre de la remontée du dollar qu'on observe maintenant depuis 4 mois. Ce qu'on pense tout simplement, nous, c'est qu'on est plutôt dans une phase de fin de cycle. Une phase de fin de cycle, généralement, vous avez 4 paris classiques, la remontée des taux, les émergents qui surperforment les développés, la baisse du dollar et la montée des matières premières. Et on tique quelques-unes de ces cases-là. Ça évoque des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. La partie qui manque, c'est peut-être un petit peu le dollar. Avec ce rapport sur l'inflation, pour ne pas en reparler, avec potentiellement Christine Lagarde demain, qui pourrait mettre un petit coup de vis, c'est surtout dans le ton, donner l'impression que 3%, des prévisions d'inflation en dessus de 3%, ça mérite encore un peu de vigilance, oui. Exactement. Oui. En fait, une normalisation des taux réels en Europe également, on pourrait voir justement le dollar perdre un peu d'altitude, ça aiderait un petit peu le complexe émergent. Nous, c'est un petit peu comme ça que nos portefeuilles sont positionnés. On est assez neutre dans notre allocation en risque, enfin aux actifs risqués. C'est pas une poche dans laquelle on a envie d'ajouter ou de retrancher. Par contre, on a envie de changer un petit peu son mix, c'est-à-dire avoir un peu moins de développé, un peu plus d'émergents, et surtout avoir un peu de matières premières pour jouer un petit peu cette petite reflation de fin de cycle qui pourrait être intéressante à investir à moyen terme. C'est des phases de marché qui peuvent s'étendre dans le temps, les fins de cycle. Souvenez-vous, la seule dont je me souvienne, c'est 2007 et 2006-2007. Et ça a été une phase très difficile à piloter parce que beaucoup de gens anticipaient la récession à venir, ont commencé à mettre en place des paris justement longs obligataires, longue duration. Et c'est des paris sur lesquels beaucoup de gens se sont empalés jusqu'à septembre 2007. Donc, vous voyez, c'est une phase qui est difficile nerveusement, je pense, à gérer. Il faut juste regarder un petit peu textbook, lire dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé sur chacune de ces phases pour essayer de repérer ces marqueurs. Mais ça peut durer plus longtemps qu'on ne le pense. J'ai souvenir de gérants crédits qui ont tenté de shorter le crédit en 2007 et qui ont vu leur pause coupée exploser, avant d'en profiter. Bien sûr.
David, sur la Chine, qu'est-ce qu'on apporte comme élément d'analyse en cette rentrée, en ce mois de septembre 2023 ? Encore une fois, le pessimisme était déjà important. On a le sentiment qu'il est peut-être encore plus en cette rentrée, ne serait-ce qu'à travers la valorisation des marchés actions chinois aujourd'hui. Ouais. Alors nous, on n'investit pas pour des raisons ESG sur les marchés domestiques chinois. Bon, c'est vrai que là, pour le coup, ils sont très peu détenus, avec une valorisation très attractive. Donc s'il y a un coup à jouer tactique, ça serait peut-être justement avec ce support action domestique chinois. Mais donc on pense qu'on a vu les derniers chiffres, il peut y avoir une stabilisation, voire un léger rebond de la croissance en Chine au T4. Mais ça reste des mesures pour éviter le crack. Mais c'est ça. Structurellement, c'est pour pas que ça baisse plus, quoi. C'est pas pour stimuler. C'est pas pour stimuler, mais c'est surtout que le gouvernement chinois se doit d'éviter bien évidemment une récession, donc il fera le nécessaire et il a encore des marges de manœuvre budgétaires pour le faire. Mais est-ce que ce deleveraging n'est pas voulu compte tenu des surcapacités massives en infrastructure, en immobilier ? On a des ménages qui sont trop endettés, des entreprises privées hors financières qui sont clairement trop endettées aussi. C'est des ratios, c'est 60 dettes sur PIB des ménages, c'est 230% sur les sociétés privées non financières. On a des collectivités locales qui sont chargées de créances douteuses immobilières, qui ont maintenu à bout de bras un immobilier qui ne pouvait plus tenir. Il y a des problèmes structurels démographiques qui ne plaident pas en faveur d'un rebond. Et on a aussi à la tête de la POBC quelqu'un qui a orchestré un peu quelque part il y a quelque temps cette baisse du marché immobilier et ce deleveraging. Donc je ne pense pas ça va être un atterrissage en douceur. Il va falloir effectivement éviter des faillites de promoteurs. Mais il ne peut pas se dédire de ce qu'il a voulu faire. Et c'est peut-être aussi parce que c'est la feuille de route, c'est la volonté. Donc il y aura peut-être 3,5-4 de croissance, une croissance peut-être de meilleure qualité et un deleveraging à attendre. Donc tout ça pour dire qu'on a vraiment du mal à croire à une relance de la demande, de l'offre oui, mais de la demande massive qui profiterait à tous les marchés occidentaux. Ça pèse sur l'Europe, là aussi en Europe, il y a toujours ce sentiment un peu morose, de médiocrité réelle, il y a une sous-performance de l'économie européenne, on ne peut pas le nier. Aussi, oui, tout à fait. Tout dépend de son potentiel, mais je veux dire, par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis, ce que vous décrivez là sur la Chine, ça pèse aussi chez nous, toujours ? Alors, on a quelques sociétés. Alors, évidemment, on est bien plus exposé Chine qu'aux États-Unis, ça paraît très clair, surtout le CAC 40 et nos valeurs de luxe, semi-conducteurs, auto, capital, les biens industriels aussi. L'Allemagne, donc l'Allemagne, bien évidemment. Donc, ça a déjà effectivement corrigé un peu en bourse. On a des valos qui sont et une prime historique de ces valeurs exposées Chine qui, comparée aux valeurs exposées États-Unis quelque part, n'est pas si attractif que ça. Donc c'est pour ça que c'est pas évident de revenir là maintenant sur ces valeurs. Tant plus qu'elles sont pricées pour effectivement une croissance de BPA très élevée et on attendra. Après, oui, la croissance européenne, nous, notre scénario, c'est finalement une sorte de stagnation et je pense qu'on finira par sortir de la stagnation quand même avec la désinflation qui donnera du pouvoir d'achat aux consommateurs. Je pense quand même que la BCE va finir par être plus accommodante. On aura toujours via les effets de base la Chine qui sera peut-être moins négative pour les sociétés européennes et des plans de relance finalement qui ont moins joué cette année mais qui en relatif par rapport au reste du monde, notamment aux États-Unis, joueront peut-être leur côté contracyclique l'année prochaine. Mais c'est intéressant parce qu'on regarde tous le niveau des enquêtes en Europe. Beaucoup beaucoup nous disent qu'on est au bord du précipice et que le l'Allemagne est au bord du nous amène. Non, mais vous dites c'est peut-être le point de départ d'un momentum plus favorable. C'est possible, en tout cas pas une dégradation. L'Allemagne, effectivement, va être en récession. Il y a toutes les chances que ça dure encore un ou deux trimestres, mais on peut avoir une année 2024 peut-être un peu supérieure aux attentes. Après, on a des valorisations actions européennes qui sont assez attractives, surtout des compartiments qui price déjà une récession sur lesquels on pense qu'il y a de la valeur. C'est le cas donc des banques et des financières, c'est le cas des automobiles et des cycliques. Alors là aussi, on a réduit, on était franchement surexposé, on a réduit compte tenu de ce côté cyclique, mais on a encore un peu de valeur dans certaines de ces secteurs. Benoît,
Bon, je vous laisse commenter sur le marché européen, s'il y a des choses à dire. Il y a forcément des choses à dire. Puis je voulais qu'on dise un petit mot des grandes IPO, le retour un peu des grandes introductions. Donc c'est Arm Holding aujourd'hui. Il y a d'autres emblèmes du monde de la consommation, de la mode. Birkenstock qui prépare également son entrée sur le marché américain. Puis il y en a d'autres là. Il y a une fenêtre de tir visiblement qui semble favorable pour les investisseurs. Oui, effectivement, les banquiers d'affaires arrivent avec des nouveaux dossiers à introduire en bourse. Et peut-être ce qu'il faut saluer, c'est que les dossiers qui sont présentés aux investisseurs sont des dossiers qui sont des grands noms relativement bien connus et avec des tendances de croissance qui semblent bien installées. Donc il y a une forme de sélectivité sans doute parmi les banquiers d'affaires. On sait qu'il y a beaucoup de LBO qui arrivent probablement à maturité, qui devraient être introduits en bourse, etc. Les banquiers d'affaires, peut-être les gardent un peu en retrait pour certains d'entre eux et privilégient des dossiers qui sont très bien installés. Birkenstock est un LBO, mais avec une tendance de croissance très forte, et des multiples qu'on nous présente qui seraient des multiples proches de sociétés du luxe. Donc, a priori, des dossiers très attractifs en termes de marge et de tendance de croissance. ARM, forcément, on l'inscrit assez bien dans le méga trend de l'intelligence artificielle dont on nous parle beaucoup en ce moment. Il y a un autre dossier en Allemagne qui est un beau dossier dans le packaging shot pharmaceutique qui adresse bien le marché de l'obésité qui devient nouveau segment, le nouvel Eldorado dans la pharma, puisque... Ça change de dimension. La lutte contre l'obésité change de dimension aujourd'hui dans le monde. Oui, parce que c'est un marché qui est un marché naissant, mais qui est aussi un marché d'une profondeur extraordinaire. Et ça fait les beaux jours. 1 sur 2 dans le monde développé, 1 sur 2 aux États-Unis, 1 sur 4 dans le monde développé. Voilà. Et avec des comorbidités en série qui font penser que probablement il y a un potentiel de remboursement qui n'existe pas sur ce marché et qui pourrait exister dans le futur. Donc, toutes ces IPO sont des dossiers qui ont des caractéristiques assez attractives et qui probablement ont de quoi séduire les investisseurs dans un marché qui, on l'a dit, est un peu dans un range et sur lequel les investisseurs cherchent probablement à se renouveler, des nouvelles histoires, des dossiers qui sont méconnus et qui ont peut-être un potentiel de revalorisation ou un potentiel de croissance séduisant au-delà même des dossiers qu'ils ont en portefeuille. Birkenstock, c'est devenu une marque de luxe. Alors, Birkenstock est détenu par un groupe de luxe et présente des... Non, mais on a tous vu la transformation en quelques années, mais ça reste fascinant, je trouve. Alors, les marges qui sont publiées par Birkenstock sont quand même assez comparables à certains groupes de luxe. Pas forcément à tous les groupes de luxe, mais ce sont des marges brutes qui sont très élevées et des marges nettes qui sont... aussi élevé pour un producteur de chaussures. Enfin, sauf que la vitesse à laquelle ils ont réussi à se réinventer, à se mettre à l'ère moderne, quand même spectaculaire. C'est spectaculaire, mais c'est la question qui peut se poser pour les investisseurs lors de ce type d'IPO, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une dimension fashion ou une dimension peut-être bien-être ponctuelle. Est-ce que l'été prochain, ce sera encore pareil? Ou est-ce que c'est pérenne, c'est une tendance profonde et on l'a revu avec des Crocs qui reviennent à la mode ou quoi que ce soit. Donc, ce sont des dossiers qui ne sont pas forcément simples, en tout cas qui attirent les investisseurs avec une internationalisation très réussie de ce type de valeur. Très monoproduit encore, j'imagine, mais bon, il y a de l'innovation quand même. Chez Birkenstock. La plus vieille start-up du monde, c'est comme ça qu'ils se vendent. J'ai vu ça, je crois, ils ont 250 ans d'histoire. Bon, il faut bien surfer sur un récit et sur un narratif. On suivra donc ARM aujourd'hui et puis on verra Birkenstock. Le processus ne fait que commencer pour une introduction sur le marché américain. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Benoît Debroissia qui était avec nous, gérant chez Montségur Finance, David Belloc, gérant et stratégiste chez Mirova, et Florian Yelpo qui est responsable macro chez Lombard Odier IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, alors je le dévoile, investir dans la démocratie, puisque c'est l'innovation
singulière, je dois dire, qui est apportée par les équipes de Tobam aujourd'hui sur le marché en France et en Europe et partout dans le monde. Yves Chouefati est à mes côtés, président fondateur, directeur des investissements aujourd'hui de Tobam. Bonsoir Yves. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. C'est d'une limpidité, c'est la puissance de la simplicité. Dans ce que vous décrivez de cette stratégie donc, qui s'appelle Liberty, après Maximum Diversification copyrighté, un breveté qui a fait le succès de Tobam jusqu'à aujourd'hui. Donc, nouvelle stratégie brevetée avec le copyright qui s'appelle Liberty, c'est comme ça qu'on dit. Tout à fait, oui, Liberty, oui. Et j'ai repris quelques chiffres. 1/3 de la population mondiale vit sous régime autoritaire. C'est des données du Haut Conseil aux droits humains de l'ONU qui datent de 2022. Le nombre de pays qui tendent vers des régimes autoritaires est 3 fois supérieur au nombre de pays qui tendent vers la démocratie aujourd'hui. Il fallait donc qu'une stratégie d'investissement adresse, comme on dit en mauvais français, cette question-là. Et vous savez pourquoi il fallait cela ? En fait, moi j'ai une confession à vous faire, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas rabbin, je ne suis pas moufti, je ne suis pas imam, je ne suis pas bonze. Et donc mon métier, ce n'est pas d'essayer de distinguer le bien du mal. Le métier d'asset manager, c'est d'essayer de distinguer ce qui marche de ce qui ne marche pas sur le long terme. C'est ça le métier d'asset manager. Et en fait, pourquoi il faut le faire ? Tout simplement parce que la démocratie, le pluralisme, la liberté d'opinion, les droits de l'homme, eh ben ça marche économiquement. Et le petit problème qu'il y a avec l'autocratie, ben c'est tout simplement que ça ne marche pas. Et ça, l'histoire est pleine d'exemples comme ça. Quand vous vous exposez à la tyrannie, vous vous exposez à une courbe en J inversée. Pendant quelques années, éventuellement, vous allez faire un peu d'argent. Et à la fin, vous allez tout perdre. Le pays le plus attractif pour un investisseur court-termiste en 1930, ben c'est l'Allemagne. Ils construisent des usines, ils construisent des autoroutes, ils construisent une armée. Et vous allez faire plein d'argent. Si vous investissez en Allemagne dans les années 30, à la fin, vous allez tout perdre, y compris votre âme. Moi, j'ai même des exemples plus récents. On se parle depuis quelques temps, Yves. Donc, je raconte ce que les gérants et les investisseurs viennent me raconter depuis des années. Moi, je me souviens très bien des années Chine. Ah, mais tu comprends, la Chine, c'est super. Le régime est un peu autocratique, un peu autoritaire, certes, mais au moins, quand on prend une décision à Pékin, ça va vite, ça s'applique partout. Comme en Allemagne en 1930. Aujourd'hui, qui veut investir en Chine ? Personne, zéro. Terminé. Ils sont tous vaccinés. Non, mais donc, tout ça est validé, alors, non seulement par l'expertise quantitative mathématique que vous avez développée chez Tobam, mais l'idée que la performance économique, la prospérité est conditionnée à un régime politique stable comme celui de la démocratie, ça, c'est validé académiquement, il y a de la recherche depuis longtemps. D'accord. Il y a énormément de recherches là-dessus qui démontrent effectivement que le coût économique de l'autocratie, le coût économique du totalitarisme est énorme et que les bénéfices de la démocratie, des droits de l'homme, économiquement parlant, sont énormes. Alors il y a une erreur qu'il ne faut pas faire. L'erreur, elle consiste à, si on vous pose la question, quelle est l'exposition de ce portefeuille à la Russie ? Il ne faut jamais répondre, il y a 0,3% d'actions russes dans ce portefeuille. Parce que la très grande majorité de votre exposition à l'autocratie, elle est indirecte. Bien sûr. Vous allez acheter des titres cotés dans les pays démocratiques qui eux-mêmes ont investi lourdement dans ces pays-là. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est que quand vous regardez un portefeuille, il ne faut jamais regarder les poids. Non. Il faut toujours chausser ses lunettes de corrélation. Bien sûr. Ouais. Et c'est en fait la majeure partie de votre exposition à la tyrannie, elle est indirecte. Et donc c'est très important de regarder titre par titre les titres dans lesquels vous allez investir pour veiller à ce que ces titres-là ne soient pas trop sensibles à ce qui se passe dans les pays où règne l'arbitraire et en fait l'irrationalité économique. Voilà, la Russie est un exemple parfait. Combien c'est 1000 entreprises cotées en dehors de Russie, c'est ça, c'est le chiffre que vous donnez, se sont vues tout couper ou ont été obligés de tout couper. Et il en a résulté 240 milliards de dollars de pertes. Ça, c'est pas moi qui calcule, c'est l'université de Yale. 240 milliards de pertes, bien plus que ce que le monde occidental possède en actions russes. Donc la majeure partie de l'exposition à la Russie était une exposition indirecte. La Société Générale a malheureusement dû perdre 44 milliards de dollars l'an dernier. McDonald's Canada... 10-15 ans d'efforts sur le marché russe pour une banque comme celle que vous avez citée. Tout à fait. Partie en fumée comme ça en quelques semaines à peine. Comment ça marche ? Voilà, l'idée est parfaitement légitime et parfaitement validée, si je puis dire, Yves. Comment est-ce que vous en avez fait une stratégie d'investissement avec l'expertise de Tobam ? Comment ça se décline ?
Alors en fait, vous savez, moi je dis très souvent qu'un bon mathématicien, c'est pas celui qui trouve la solution, c'est celui qui trouve le problème. Hein, la solution, on l'a trouvée en à peu près 18 mois, mais le problème, il a fallu qu'on y réfléchisse longtemps. Hein. On a commencé à fricoter avec le monde des droits de l'homme et de la démocratie en 2009. À l'époque, on était 8 dans la boîte, on est 45 maintenant. Et j'avais dit à mes collègues, il va falloir qu'on trouve une cause de philanthropie, un champ de philanthropie. Et après pas mal de discussions, on a décidé que ce serait les droits de l'homme, parce que c'est le moyen ultime du développement économique. Et ça fait depuis donc 2009 qu'on travaille avec des ONG, avec des centres de recherche dans le domaine des droits de l'homme. Et en fait, le moment Eureka, ça a été quand on s'est dit, en fait, il ne faut pas réfléchir avec ça sous l'angle du bien et du mal, mais sous l'angle de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Il faut resté objectif, il faut faire notre métier. Mon métier à moi, c'est d'essayer de rémunérer le risque de mes clients. Et en fait, quand on se met sur cette optique-là, on arrive à démontrer assez facilement, mathématiquement, statistiquement, en regardant l'historique, empiriquement, qu'un portefeuille qui est exposé à la tyrannie, il rémunère son risque négativement. Ouais. Et ça a été la solution. Ça, c'est la clé de la stratégie. C'est-à-dire, tout à fait. L'idée, c'est plus de profiter, entre guillemets, de la rémunération négative du facteur tyrannie. De l'éviter. De l'éviter. De l'éviter. Ouais. Donc d'avoir un portefeuille qui est faiblement exposé à ce... Donc notre approche, c'est une approche en 2 étapes. Une première étape, elle va consister à mettre en évidence l'existence de ce facteur de risque, donc elle va arriver à le quantifier. De même qu'on parle de facteur value, de facteur growth, de facteur low vol, de facteur high dividend, nous on a vraiment exhibé un portefeuille, un facteur de risque, on va appeler le facteur de risque tyrannie. On va fabriquer 3 portefeuilles, un portefeuille emerging market, un portefeuille all countries et un portefeuille non américain, qui sont les portefeuilles les moins exposés possibles à la tyrannie. Vous avez backtesté tout ça, j'imagine. Oui, c'est pas seulement nous qui l'avons fait. On a confié ça à ce qu'on appelle un index provider, un calculateur d'indices. C'est eux qui ont publié. Donc toutes les séries sont sur Bloomberg. Elles sont accessibles à ceux qui prennent le temps. Mais ça donne quoi? Parce que qu'est-ce que vous vendez là dans cette stratégie pour vos clients et futurs clients de cette stratégie? Qu'est-ce que vous leur vendez comme espérance? À quoi ça sert dans une allocation d'avoir par exemple ce type de stratégie? Sur notre fonds Emerging Markets, par exemple, on a les séries, elles remontent à 2008. Donc entre 2008 et 2023, il y a eu 10 séismes géopolitiques. La réaction de notre portefeuille à ces séismes géopolitiques est toujours la même. Le dernier séisme géopolitique, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le premier trimestre 2022, le trimestre de l'invasion, l'indice market cap weighted, qui ne regarde pas ce facteur-là, il baisse de 8%. Notre portefeuille, il progresse de 5%. C'est un portefeuille qui est long only, qui investit uniquement dans des actions de l'emerging markets, mais qui a bien attentivement détouré les boîtes exposées à la tyrannie. Et la différence de performance est assez énorme. Depuis le début de l'année, notre portefeuille emerging market surperforme l'indice d'à peu près 7%. C'est quoi à peu près comme taille d'univers investissable pour vous quand on exclut justement les boîtes trop exposées au ce risque de tyrannie? Il reste quoi? Quand même plusieurs milliers d'entreprises D'accord. Il reste beaucoup d'entreprises. Il reste surtout de la capacité parce qu'il y a beaucoup de belles boîtes, de très grosses entreprises qui ne sont pas investies de manière sensible au marché autocratique. Il reste effectivement énormément de capacité d'investissement. On parle de capacité d'investissement en milliers de milliards. On pourrait investir des milliers de milliards en étant à peu près immune à ce qui se passe, effectivement, directement dans les tyrannies. Vous l'avez dit en introduction, Yves, c'est pas la question du bien et du mal, c'est la question de ce qui marche. Mais quand même, je trouve que l'innovation, quand je disais singulière, c'est que oui, j'ai trouvé ça à la fois puissant, simple, et en même temps, je me suis dit... Est-ce que c'est fait pour des investisseurs professionnels ou autres? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est un produit qu'on peut vendre facilement comme un autre en affichant investir dans la démocratie, dans les droits civils et éviter la rémunération négative de la... Ça stigmatise un peu quand même. Ça peut en tout cas en creux même stigmatiser un certain nombre d'entreprises par rapport à d'autres sur des sujets qui sont des sujets presque politiques. Un gérant d'actifs, il achète les entreprises qui ont les stratégies auxquelles on croit. Moi, je ne crois pas qu'effectivement, on crée de la valeur durablement en investissant très lourdement dans des pays où règne l'arbitraire et où règne l'irrationalité économique. Vous savez, ça fait longtemps, depuis 2009 au moins, qu'officiellement à Tobam, on s'intéresse à la démocratie, aux droits de l'homme et à ce genre de choses.
Ça fait à peu près 6 ans que je dis à mes collègues, il y a un truc qui est en train de se passer auprès des investisseurs américains. Et je me fourvoyais. Je disais de manière erronée, l'attitude des investisseurs américains est en train de changer vis-à-vis de la Chine. C'était erroné. C'est pas l'attitude des investisseurs qui change, c'est la Chine qui est en train de changer. Ouais. Et en fait, c'est ça. On ne le voit pas parce que ce sont des mouvements tectoniques lents. Mais si vous voulez, la géostratégie est en train de se mettre en place tout doucement. Les choses changent. Et en fait, on va finir par sanctionner ces changements au niveau de la manière dont on gère les portefeuilles. Les gens vont s'éloigner de ces portefeuilles, vont s'éloigner de ces valeurs, et ces valeurs, elles vont baisser parce qu'on va avoir tendance à les vendre. Et la conséquence de ça, c'est que ceux qui auront pris les bonnes décisions tôt, ils en tireront plus de profit que les autres. C'est très bien. Vous avez objectivé, de quelle manière vous avez objectivé l'idée de démocratie, de droit civil et à l'inverse l'idée de tyrannie, sachant que c'est des concepts qui peuvent évoluer peut-être aussi au fil du temps et au fil de l'histoire, Yves. J'ai une autre confession à vous faire. Non seulement je ne suis pas prêtre, et pas rabbin, et pas moufti, et pas imam, et pas bonze, mais en plus je ne suis pas un expert, je suis un expert de construction de portefeuille, je ne suis pas un expert de la science politique, etc. Non, mais cette expertise, il faut la chercher. Voilà. Il faut y Alors, accéder. En fait, un quant, qu'est-ce qu'il fait ? Un quant, il exploite des datas, des données. Et figurez-vous, des données, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a je vous invite, je ne fais pas de la pub, mais allez sur un site internet qui s'appelle Videm, v-dem.org, je pense. Videm, c'est un institut de recherche sur la démocratie qui publie de la recherche depuis 1789. C'est un site qui était, au début, c'est un projet qui était hébergé au début par l'université de Notre Dame aux États-Unis, maintenant qui est hébergé par l'université de Gothenburg en Suède. Il y a 3700 chercheurs affiliés à Videm qui publient des données sur ce qu'ils appellent les piliers de la démocratie dans tous les pays du monde. Et des institutions comme ça, il y en a plein. J'étais en réunion avec le président de l'un d'entre eux, qui est basé à Washington tout à l'heure. Il y a plein de données. Quand vous avez plein de données, vous pouvez l'exploiter. Alors, toutes les données ne sont pas complètement subjectives, mais ça, c'est pas un problème. Pourquoi ? À cause d'un phénomène sociologique très intéressant. Ce phénomène sociologique, il a été expérimenté plein de fois. Vous prenez 1000 personnes au hasard et vous leur demandez séparément la hauteur du mont Everest. Et vous allez vous rendre compte de deux choses. Personne ne connaît la hauteur du mont Everest. Mais si vous faites la moyenne des réponses, vous allez tomber sur une réponse qui est incroyablement proche de la vérité. Ouais. Le nom moderne de ce phénomène sociologique, c'est big data. Chacun des data n'a pas besoin d'être fiable pour qu'on puisse le synthétiser de manière extrêmement fiable. Et si on synthétise ces data avec un simple rating entre 0 et 10, tu dis, si vous êtes à 0, vous êtes sans doute la Corée du Nord. Si vous êtes 10, vous êtes sans doute le paradis. Si vous êtes en dessous de 6, vous n'êtes pas une démocratie. Si vous êtes au-delà de 6, vous êtes une démocratie. Vous avez le scoring. Effectivement, le scoring démocratique, et c'est assez fiable. Et quand vous regardez ces scores, ils sont pleins de bon sens. Vous voyez des pays qui étaient proches de la démocratie, qui étaient légèrement au-dessus ou légèrement en dessous de 6. Puis tout d'un coup, vous avez l'élection d'Erdogan. Et la situation en Turquie, du point de vue de la démocratie, se dégrade. Le nombre de pays qui tendent vers des régimes autoritaires est 3 fois supérieur au nombre de pays qui tendent vers la démocratie, nous dit aujourd'hui le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Merci beaucoup Yves d'être venu nous raconter cette histoire incroyable, je trouve, et encore une fois qui débouche sur une stratégie. On est là pour parler d'investissement et de marché avec vous, la stratégie Liberty, donc pour éviter le risque tyrannie et investir dans la démocratie et les droits civils. Stratégie présentée aujourd'hui par Tobam. Bien sûr, Yves Chouefati qui est à mes côtés, président fondateur, directeur des investissements de Tobam, invité de Smart Bourse.